Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nous irons en France, à Paris, où en ouverture de ce journal, nous faire une idée de comment évolue le salon du chocolat qui s'y tient. La Côte d'Ivoire qui organise tous les débuts du mois d'octobre les journées nationales du cacao. Les organisateurs du salon du chocolat de Paris envisagent de renforcer leur coopération. On en saura davantage sur cette vision partagée dans un instant. Dans le mois de janvier prochain, la grande fête du football africain, la CAN 2023, aura lieu à Abidjan. Dans le cadre de la sécurisation des biens des personnes, la police nationale innove avec Aura, Hotel Registration Application, le nouveau dispositif qui permet de digitaliser désormais l'enregistrement des personnes qui arrivent dans les établissements hôteliers a été lancé à San Pedro. On en parle dans cette édition. Au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, des blindés ont été aperçus à la lisière de la ville de Gaza où des témoins affirment que les engins bloquent la circulation du principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. L'aide humanitaire se déploie progressivement dans la région. Voilà pour l'essentiel. Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. En ouverture de ce journal, nous irons en France, à Paris, nous faire une idée de comment évolue le salon du chocolat qui s'y tient. La Côte d'Ivoire qui organise tous les débuts du mois d'octobre les journées nationales du cacao et les organisateurs du salon du chocolat de Paris envisagent de renforcer leur coopération. On en saura davantage sur cette vision partagée dans un instant. Dans le mois de janvier prochain, la grande fête du football africain, la CAN 2023, aura lieu à Abidjan. Dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes, la police nationale innove avec Aura, Hotel Registration Application, le nouveau dispositif qui permet de digitaliser désormais l'enregistrement des personnes qui arrivent dans les établissements hôteliers a été lancé à San Pedro. On en parle dans cette édition. Au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, des blindés ont été aperçus à la lisière de la ville de Gaza où des témoins affirment que les engins bloquent la circulation du principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. L'aide humanitaire se déploie progressivement dans la région. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre du côté de Paris en France. Le chocolat s'offre sous toutes ses couleurs et variétés aux milliers de visiteurs qui participent au salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire y est bien entendu représentée et ses produits valorisés. Un partenariat est d'ailleurs envisagé en vue du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire qui organise tous les débuts du mois d'octobre les journées nationales du cacao et du chocolat et le salon du chocolat de Paris. Depuis Paris, les précisions de Delphine Blas sur cet éventuel partenariat. Le 1er octobre de chaque année se tient en Côte d'Ivoire un salon dénommé Journée nationale du cacao et du chocolat. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait donc d'organiser ces journées avec l'expertise des responsables du salon du chocolat de Paris pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de belle cuisine et aujourd'hui le cacao se dérive en plusieurs produits, en vin, en alcool, en beurre. Et donc le salon, ce serait encore une occasion. C'est pour cela que déjà le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture a déjà été saisi. Nous lui avons parlé. Et le président du salon aussi est prêt à se déplacer en Côte d'Ivoire pour voir avec les sociétés ivoiriennes comment nous pouvons aussi déployer et installer un salon du chocolat, mais aux normes internationales, comme ça se fait à Paris, comme ça se fait à Tokyo, comme ça se fera bientôt à Dubaï. C'est pour ça que nous voulons travailler avec eux parce qu'ils sont une référence mondiale. Une idée à laquelle le président du Salon du chocolat de Paris adhère. Il y a une vraie tendance, et vous le savez, c'est que voilà, vous produisez votre propre chocolat, on vient d'avoir une autre. Et on pense que c'est extrêmement important, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, soit
le berceau du chocolat en Afrique. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un message qu'on aimerait parce que c'est tellement important. C'est un des partenaires les plus fidèles et historiques du salon. Il nous faut un pays. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, on a d'excellentes relations. Et pour nous, c'est vraiment important, surtout voilà, pour l'image et surtout pour développer localement, mais pour créer des vocations et pour surtout voilà, que la Côte d'Ivoire soit partie aussi maintenant de toute cette chaîne de valeur. Pour la chefferie traditionnelle de la diaspora à Paris et les coopératives, c'est une aubaine pour valoriser le cacao ivoirien. C'est une très bonne chose. Ça permettra aux producteurs et aux consommateurs et aux chocolatiers de faire un partenariat gagnant-gagnant. Et nous avons le chocolat au sésame qui a gagné le prix du salon de l'agriculture en février 2023, où il y a eu 15 000 visiteurs qui l'ont acheté. Ça nous a valu le trophée des agriculteurs. Donc nous sommes très heureux d'être là. C'est une bonne occasion parce que ça sera une bonne coopération, ça sera une bonne rencontre avec les artisans d'ici et ceux d'Abidjan. Il faut rappeler que depuis l'édition 2022 des Journées nationales du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire, le Conseil du café et du cacao a décidé de mettre l'accent sur les petits transformateurs et leur savoir-faire. Et pendant que les participants à ce salon du chocolat de Paris profitent des saveurs du chocolat, ici en Côte d'Ivoire, des réflexions sont portées sur la préservation des ressources halieutiques qui rassemblent les représentants des États africains riverains de l'océan Atlantique. C'était au cours d'un atelier qui s'est déroulé dans les locaux d'un réceptif hôtelier de la commune du Plateau. Reportage. 22 pays membres de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, dont la Côte d'Ivoire, mobilisés pour préserver les ressources halieutiques destinées aux générations futures. Car une gestion responsable des ressources marines est essentielle pour garantir la durabilité à long terme de ce qui pourrait être facilité grâce à des révisions et des amendements des accords existants. En fin de compte, le débat autour de ces accords de pêche en Afrique reste complexe et souvent controversé, avec des opinions divergentes sur leur impact réel et leur potentiel. La clé réside peut-être dans la recherche d'un équilibre entre l'exploitation économique et la préservation des ressources marines précieuses. Les travaux visent à améliorer les accords de pêche, mettre fin à la dégradation et à la pollution de l'écosystème marin ou encore maximiser les bénéfices pour les États côtiers et leur population. Nous sommes sur la bonne voie et qu'avec cet outil qu'est l'organisation comme AFAT, nous pensons quand même avoir franchi un certain nombre d'étapes vers une plus grande intégration, une plus grande coopération entre les États africains dans le domaine de la pêche. Les captures totales des États africains riverains de l'Atlantique comprennent des espèces de grande valeur commerciale, dont les thonidés et les crustacés. Un reportage de Juliette Ouaya à Agadir au Maroc. Le ministre de l'Enseignement supérieur Adama Diawara a reçu le prestigieux titre de docteur honoris de la prestigieuse université internationale de cette ville marocaine. C'était au cours d'une cérémonie de remise de diplôme à 500 étudiants, toutes filières confondues. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Agadir. Après le ministre d'État Tene Birahima Ouattara en octobre 2013, c'est au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara de recevoir la plus prestigieuse distinction honorifique de l'Université internationale d'Agadir, le titre de docteur honoris causa pour sa riche et brillante carrière ainsi que son engagement à un système éducatif performant en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir que de vous la remettre devant un parterre de personnalités marocaines, européennes, africaines et parmi eux vos compatriotes et vos amis ivoiriens. C'est enfin un symbole de vous la remettre devant cette jeunesse prochainement diplômée qui constitue l'avenir de nos nations. Monsieur le ministre et chers amis, le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques fortes et fructueuses depuis de nombreuses années. Ces relations sont fondées sur des liens historiques, culturels, économiques et politiques. Les deux pays partagent des valeurs communes, une histoire riche et une vision partagée pour le développement économique et social de l'Afrique. C'est dans cet esprit que Universia Poulis a ouvert son université pour les étudiants subsahariens et plus particulièrement les étudiants ivoiriens, et ceci il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une grande place
que la Côte d'Ivoire occupe dans nos cœurs grâce au rayonnement de nos diplômés ivoiriens partout à travers le monde. Après des remerciements appuyés au fondateur de l'université et à sa présidente, le ministre Dr Onoki Koza désormais a relevé les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement supérieur sous l'impulsion du président Alassane Ouattara qui a permis d'énormes investissements dans ce secteur. C'est avec une grande joie que je prends la parole ce soir dans ce prestigieux temple du savoir que constitue l'Université internationale d'Agadir. Ma joie est d'abord liée au fait qu'Universiapolis a accepté de décerner son très prestigieux titre de docteur honoris causa à ma modeste personne, en reconnaissant de la qualité actuelle du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de mon pays, la Côte d'Ivoire. Cette qualité, caractérisée par la construction de plusieurs nouvelles universités publiques, dont les thématiques sont en corrélation directe avec les potentialités socio-économiques de leur région d'implantation, la diversification et la pertinence de l'offre de formation, l'amélioration de la qualité de la formation via les stratégies telles que la rigueur dans la sélection des enseignants, la révision des curricula et le contrôle continu des apprenants, l'augmentation substantielle des transferts sociaux, pour ne citer que cela, est le fruit des énormes moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Marraine de la 31e promotion d'Universiapolis, la députée européenne Nathalie Collin a prodigué des conseils à ses 500 filleuls prêts à aborder le monde du travail. Issus des 5 grandes écoles de l'Université internationale d'Agadir, les majors des différentes promotions ont reçu les chaleureuses félicitations du ministre ainsi que des personnalités invitées, au rang desquelles l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc et le consul général de France à Agadir. L'Université internationale d'Agadir a été créée il y a 3 décennies, 3000 étudiants et 17 nationalités dont 44 Ivoiriens. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du service civique, Mamadou Touré, est en mission travail à Bouaké. Objectif de cette mission, à s'imprégner de l'exécution du programme jeunesse du gouvernement à Bouaké. Lancé depuis janvier 2023, près de 5000 jeunes ont bénéficié du PGGouv. Charles Tatou. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique sur le terrain à Bouaké. Mamadou Touré s'imprègne de l'exécution des différentes composantes du programme jeunesse du gouvernement 2023. Un programme axé sur l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Financé à hauteur de 361 milliards de francs CFA pour l'année 2023, le PGGouv va impacter 700 000 bénéficiaires. Ce projet nous a aidé à aller un peu plus vite. Sinon, si c'est notre propre économie, on allait prendre, on ne pouvait pas être là où on est aujourd'hui. On a été financé pour l'élevage des dindes. On allait de 800, aujourd'hui on a 5000. C'est ça qui encourage aussi le gouvernement. Mais si les jeunes prennent l'argent, ils font autre chose, ça n'encourage pas. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer l'exemple. Je suis commerciale, mais j'arrive à monter un kakemono, faire un tirage sur la machine, tout ça là, je ne savais pas. Avant, je vendais gâteau. C'est grâce à l'emploi jeune que je suis ici aujourd'hui. Le PGGouv de la période de 2023 à 2025 est évalué à un coût global de 1118 milliards de francs CFA. Pour Mamadou Touré, ces efforts du gouvernement sont une réponse concrète pour résolver la question du chômage et améliorer l'employabilité des jeunes qui représentent une frange importante de la population active. Le PGGouv est une réalité. C'est plusieurs centaines de milliers de jeunes sur l'ensemble du territoire national qui bénéficient de ce programme. Le chef de l'État a instruit à l'effet de faire un programme sur 3 ans. Donc ce programme va s'étendre jusqu'à l'année 2025. Je suis fier que les jeunes de Bouaké bénéficiaires ont pu faire avec donc, soit les ressources mises à leur disposition ou les programmes d'emploi salarié. Dans la région de Bouaké, ce sont près de 5000 jeunes qui bénéficient du programme jeunesse du gouvernement à travers des dispositifs d'insertion et de service civique depuis janvier 2023.
Et de Bouaké, on se rend à Grand-Bassam pour parler cette fois de lutte contre le cancer du sein, du col de l'utérus. Dans la ville, une journée de dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus a été organisée par le Rotary Club Océan, la PMI de la ville. Et cette journée a permis à plusieurs femmes de se faire dépister. Les femmes ont été invitées à fréquenter régulièrement les centres de santé pour connaître leur statut. Didier Nguessan. Grand-Bassam, le Rotary Club Océan organise une séance de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Les jeunes filles et femmes adultes viennent consulter à la PMI. Il est très important de connaître très tôt ce dont on souffre. Ne pas savoir, c'est dangereux. Le cancer du sein ou que ce soit le cancer de l'utérus sont deux maladies très graves. Donc, se faire dépister au préalable est une chose très importante. À toutes ces personnalités qui vraiment nous donnent l'opportunité de faire ce dépistage. Si tu viens faire ton dépistage, que tu vois tôt, on peut te guérir. Mais si tu es là dans l'ignorance, tu as mal quelque part. Même si tu n'as pas mal, il faut venir faire le dépistage pour prévenir. Le président du club service situe les enjeux de ces journées de dépistage. On organise une séance de dépistage là pour qu'elles viennent se faire dépister pour connaître exactement leur position. Si elles sont positives, à ce moment on leur indiquera des endroits pour les prises en charge à Abidjan, où il y a les centres appropriés pour ça. Si elles sont négatives, à ce moment-là, elles sont là. Alors, moi, je ne fais que inviter la population, la jeune féminine. Partout où elles entendent parler de dépistage, il faut qu'elles s'approchent, il faut qu'elles regardent leur état. Après la cause des femmes, le Rotary Club Océan compte soutenir les hommes contre le cancer de la prostate en novembre. Et en rapport avec ce sujet, sachez que les derniers chiffres illustrant le point des victimes de ces maladies dans notre pays sont les suivants. 3300 victimes pour 1800 décès pour ce qui concerne le cancer du sein, 2000 cas pour 50% de décès pour celui du col de l'utérus. Vous êtes professionnel des médias, journaliste, cette info vous concerne assurément. Pour obtenir votre carte de professionnel des médias, plus besoin de renseigner de fiches physiques. Il vous suffit juste de vous rendre sur un site web pour vous faire enregistrer et suivre la procédure. La commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel se met à l'heure de la digitalisation. Ouvert le 16 octobre, l'enrôlement s'achèvera le 17 novembre prochain. Constant Kokora, Issaïo. Désormais, pour obtenir sa carte d'identité de journaliste ou de professionnel de la communication, il va falloir se faire enregistrer via un portail numérique. www.cjp-gouv.ci est la seule plateforme habilitée à traiter tous les cas de renouvellement et d'attribution de la carte d'identité du journaliste professionnel. Lors de cet atelier de formation et de présentation du site web, une démonstration a été faite aux professionnels des médias afin qu'ils s'assurent de sa bonne fonctionnalité. Selon la commission, cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de digitalisation de l'administration entamé par l'État de Côte d'Ivoire il y a quelques années. Ouvert le 16 octobre, l'enrôlement est prévu s'achever le 17 novembre prochain. Et on part à présent à Katiola. L'association agricole de la ville et l'ONG Loman font un don de 300 kits scolaires aux élèves de l'EPP BAD chez DKA de Katiola. Un geste de générosité pour renforcer l'accès à l'éducation de qualité pour les enfants de la localité. La cérémonie de remise des kits scolaires s'est déroulée en présence des enseignants, du préfet, des élèves et des parents d'élèves. Laure Goretti, Soro Corona. Plus de 300 kits scolaires offerts aux enfants de l'école primaire publique de BDKA BAD de Katiola par l'ONG Lonan et l'association agricole de Katiola. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. C'est pourquoi, malgré nos difficultés, nous essayons de donner le sourire à certains enfants pour leur permettre d'aller à l'école. Aux élèves qui reçoivent aujourd'hui les kits, nous leur demandons de se mettre au travail pour devenir
les cadres de demain. Ces enfants ont reçu des kits composés de cahiers, des stylos, de gomme, de crayons, d'ensembles géométriques, des ardoises et des livres. Les enfants, leurs parents et les enseignants heureux de ce geste expriment leur reconnaissance. Au nom de tous les élèves de l'EPP BAD BDK, infiniment et sincèrement, merci. Que Dieu continue de vous bénir afin que vos actions à l'endroit des défavorisés soient toujours une réalité. Croyez-nous de ces fournitures. Nous ferons très bon usage afin que nos résultats scolaires vous honorent. En donnant des kits à nos apprenants, vous permettez surtout à nous, enseignants, d'entamer les cours en temps réel afin de terminer le quantum horaire sans embâche. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude au nom de mes collègues et en mon nom personnel. Je suis tellement heureux et je ne peux que demander que de telles actions puissent se perpétuer. Que les associations Côte d'Ivoire puissent épouser ce que les femmes de Katoula sont en train de faire. Le secrétaire général de la préfecture de Katoula, présent à cette cérémonie, prodigue des conseils aux enfants, mais aussi aux parents. L'ONG Loma et l'association agricole est à sa 3e édition de don de kits scolaires aux enfants des écoles de Katoula. Pour cette année scolaire 2023-2024, la seconde partie est prévue pour Kourougo, où près de 400 kits scolaires seront remis aux enfants de cette localité. Deuxième titre de ce journal. Dans le mois de janvier prochain, la grande fête du football africain, la CAN 2023, aura lieu à Abidjan. Dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes, la police nationale innove avec HORA, H-O-R-A, Hotel Registration Application, le nouveau dispositif qui permet de digitaliser désormais l'enregistrement des personnes qui arrivent dans les établissements hôteliers. A été lancé à San Pedro, l'une des villes devant accueillir la CAN 2023. Ce système permettra à la police nationale de suivre en temps réel les mouvements au sein des réceptifs hôteliers. Les responsables des hôtels ont été formés sur son utilisation. Sam Conan nous en dit plus. Fini les enregistrements manuels avec des fiches de personnes qui arrivent dans les établissements hôteliers. Désormais, l'enregistrement se fait de façon digitale grâce à l'application HORA, Hôtel Registration Application, conçue par la police nationale. Avant HORA, ce système manuel ne nous permettait pas de suivre en temps réel le mouvement des personnes au sein des établissements. Vous êtes conscient de l'enjeu sécuritaire énorme face au terrorisme et à la CAN bientôt. Le nouveau dispositif sécuritaire de la police nationale capable de détecter les enregistrements suspects a été présenté et expliqué aux hôteliers de la cité balnéaire de San Pedro. Avec à la clé la remise de QR code. L'usager de l'hôtel qui arrive, il ne fait que scanner le QR code. Automatiquement, la page de renseignement de l'hôtel s'ouvre. Il renseigne à travers le téléphone. Et le réceptionniste compare les données qu'il a renseignées avec la pièce produite. La conformité de ces données, une fois que c'est conforme, il valide et automatiquement, nous, on reçoit les informations dans notre base de données à Abidjan. Cela va nous permettre de pouvoir suivre toutes les entrées et sorties des clients, surtout par rapport à la CAN. Le client qui a l'habitude de venir, on l'embête pour remplir la fiche de police et puis l'enregistrer dans un cahier et tous les mardis aller déposer à la police. Bon, je trouve que là, c'est de la rénovation. Dans la pratique, l'application marche bien. Mayaya, le premier client à l'avoir utilisé, semble satisfait. Ça a été très rapide. Et vraiment, c'est le futur. Mon souhait, c'est que tous les hôtels soient équipés au niveau des Wi-Fi pour permettre aux clients de faire ces opérations beaucoup plus facilement. La police nationale est catégorique. L'application HORA concerne tous les réceptifs hôteliers, y compris les résidences meublées. Reportage de Sam Conan, notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Une Coupe d'Afrique des Nations qui va également générer du profit à la commune de Bouaké. Vu que des matchs s'y tiendront pour offrir à cette commune un merveilleux visage touristique, il convient de s'employer à lui donner un cadre de vie sain. À cet effet, Mme Amadou Koné, le nouveau maire de Bouaké, a initié une vaste opération de propreté qui rencontre l'adhésion des populations. Le président du COCAN, Michel François, s'est rendu à Bouaké pour soutenir cette action. Charles Tatou.
Bouaké, deuxième grande ville du pays après Abidjan. Le stade de la localité va aussi abriter les matchs de la CAN 2023. La commune va donc accueillir de nombreux amoureux du football venant des 4 coins du monde. Du fait de cet accueil d'étrangers au rang desquels des touristes. Le nouveau maire ministre veut lui imprimer un visage reluisant et attrayant de jour comme de nuit. Il innove avec une vaste opération de propreté initiée qui connaît l'adhésion de tous les jeunes et les structures en charge de la salubrité. Le maire Amadou Koné, par ailleurs, ministre des Transports, accompagné de son collègue Touré Mamadou, par ailleurs président du conseil régional du Haut-Sassandra, sur le terrain pour encourager les acteurs de l'opération. Il s'agit de faire en sorte que les populations à Bouaké se portent bien. C'est d'avoir une ville qui attire, qui fait bon vivre, et que nous puissions attirer non seulement des investisseurs, mais des visiteurs. Permettre un visage reluisant au cadre de vie et de travail des habitants de Bouaké est aussi l'affaire des responsables du comité d'organisation de la CAN. C'est le sens de la visite du ministre François Amichia, président du COCAN à Bouaké. Bouaké a une cité CAN, Bouaké a vu son stade rénové, réhabilité, et tout cela doit faire la fierté des habitants de la ville. Mais cette fierté doit se doubler d'un comportement, doit se doubler d'une façon d'accueillir. Et ce sont tous ces points que nous avons parcourus avec monsieur le maire, ministre. Les sites et les itinéraires importants à entretenir à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations ont été visités par le ministre François Amichia et les autorités communales de Bouaké. Voilà, le nouveau maire de Bouaké, Amadou Koné, qui s'investit dans la propreté de sa localité en sport, en cyclisme. Le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou, Burkina Faso, a abrité le dimanche dernier la 3e étape du Tour du Faso, un circuit qui a permis à la Belgique de récupérer le maillot jaune de leader, Konan Barnabé et Salif Ouattara, depuis Ouagadougou. 2h25 45 secondes, c'est le chrono de Paul Domon sur l'axe Niorida-Zignari. Avec 8 secondes d'écart sur les leaders du peloton, le coureur burkinabé affiche les ambitions de son pays et conserve ainsi le maillot jaune de leader à l'issue de cette 2e étape. Ne pas se faire piéger, ne pas avoir à dépenser trop d'énergie parce qu'on a pris le maillot assez tôt, donc il va falloir être intelligent et jouer sur le collectif. 8e sur la première étape, le capitaine des éléphants cyclistes, Abou Sanogo, conserve son ranking au général. Victime d'un grand isolement dans le peloton de tête, 52 secondes l'éloignent désormais du maillot jaune des leaders. Ce dimanche 29 octobre 2023, c'est au tour de la capitale Ouagadougou d'accueillir la caravane du Tour du Faso. Un circuit fermé de 140 km dont l'arrivée sera jugée sur le boulevard Thomas Sankara. Un mot de culture à présent dans ce journal. La ville de Grand-Bassam aux couleurs de l'Abissa. Après le Siédou, la semaine silencieuse, la seconde phase de l'Abissa qui se veut festive s'est ouverte hier dimanche. Le roi a reçu des Onvavillais, la famille dépositaire de l'Abissa, le tam-tam sacré. À son tour, le roi l'a transmis donc aux 7 familles pour que la fête de l'Abissa commence. Et ce sera pendant une semaine. Davy Soyo, Victoria Rangua. La phase festive et bruyante de l'Abissa, ouverte ce dimanche 29 octobre 2023 au Palais Royal, au quartier France à Grand-Bassam. La reine mère Nguetiaba II esquisse les pas de l'Abissa. Première autorité à danser l'Abissa pour traduire le fait que le Dongolais a été remis à une femme Mvavili. Nous sommes au quartier France pour vivre le Guazo, cérémonie marquant la seconde phase de la célébration de l'Abissa. Il s'agit ici de la remise officielle et publique de l'Edongolé ou le tambour sacré au peuple par le roi. La famille dépositaire de l'Abissa, l'Mvavili, est venue informer et confier la danse qui lui a été révélée à Sa Majesté. Celui-ci, après accord et croyant aux vertus de la danse à lui confier, va remettre à son tour les Dongolais aux 7 familles qui forment le peuple Nzima. Pendant une semaine, tous danseront l'Abissa avec enthousiasme dans la fraternité, ici sur la place réservée pour la circonstance.
Voilà, le temps de la fête de la Bissa est bien donné, toujours en culture. On les appelle communément les Gagous. Ils répondent au nom du peuple Gban. Un festival culturel dénommé la Fête des Yénis aura bientôt lieu. Ce sera du 3 au 4 novembre prochain à Didi, village de la sous-préfecture de Diégounifla, initié par l'ONG Toani Culture et Développement. Cette célébration de la culture Gban sera ponctuée d'actes circulation diverses. Au menu, vous aurez de la danse, du chant, mais aussi des jeux ancestraux. Franck Quadio. Yéni, le lien matrilinéaire au centre des interactions sociales entre les 13 aspects ou clans du pays Gban, entendez Gagou, porté en célébration culturelle, bientôt la 2e édition. Les Gban, peuple du centre-ouest précisément, dans le département d'Oumé, valorisent à travers ce creuset leurs us et coutumes. De la fête de Yéni, c'est une fête de retrouvailles qui est en fait le socle des liens familiaux, des liens fraternels, les liens de solidarité, les liens d'amour du peuple Gban. Et c'est ce lien-là que l'ONG a choisi comme un pan culturel pour développer et favoriser la cohésion. L'initiative est portée par l'ONG Toani. La fête des Yénis aura lieu du 3 au 4 novembre 2023 à Didi, village de la sous-préfecture de Diégounifla. La Lasaka, la plus belle femme, la danse Samassa et les fameux chanteurs Tiaolé seront au rendez-vous, de même des dons de matériels médicaux et des concours culinaires. Et bonne fête au peuple Gban. Dans l'actualité internationale au Moyen-Orient, au conflit israélo-palestinien, des blindés ont été aperçus à la lisière de la ville de Gaza, où des témoins affirment que les engins bloquent la circulation du principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Aussi, 33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza hier dimanche soir via le passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. C'est le plus important convoi observé depuis la reprise progressive de l'aide le 21 octobre. À dernier, Israël continue ses bombardements qui se sont intensifiés depuis vendredi. L'État hébreu accentue également ses interventions terrestres appuyées par des chars d'assaut. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.